Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de réaction d'oxydoréduction et d'avancement. Pour commencer, un petit sommaire de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'une oxydation? Qu'est-ce qu'une réduction? Qu'est-ce qu'un oxydant? Qu'est-ce qu'un réducteur? On verra les couples oxydoréducteurs. On verra ce qu'est une oxydoréduction. On verra comment on équilibre une équation d'oxydoréduction. Et on reverra une partie qui a été aussi abordée en seconde, c'est-à-dire toute la partie sur la stoichiométrie, le réactif limitant. Qu'est-ce que l'avancement d'une réaction? Donc savoir faire un tableau d'avancement et trouver le réactif limitant et l'avancement maximal. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une oxydation? Une espèce chimique, elle subit une oxydation lorsqu'elle perd un ou plusieurs électrons. Donc cette espèce chimique, on dit qu'elle devient oxydée. Et comment on reconnaît une oxydation? Alors pour reconnaître une oxydation, il faut regarder l'équation et on va reconnaître une des espèces chimiques qui aura perdu un ou plusieurs électrons. Donc en pratique, on voit ça comment? On voit que un des produits a une charge globale augmentée par rapport à l'un des réactifs. Et maintenant, qu'est-ce qu'une réduction? Donc une espèce chimique, elle subit une réduction lorsqu'elle capte un ou plusieurs électrons. Donc vous voyez que l'oxydation et la réduction sont liés, l'un est dans un sens, l'un dans l'autre. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'une espèce chimique, elle subit l'oxydation, une autre subit une réduction. Elles sont indissociables. Donc maintenant, on va parler d'oxydant et de réducteur. Donc l'oxydant, c'est l'espèce chimique qui provoque une oxydation sur une autre espèce chimique. Donc lorsqu'on a une transformation chimique, on reconnaît l'oxydant comme étant l'élément qui gagne des électrons. On dit qu'il se fait donc réduire. Je vais vous mettre un exemple. Donc on a Cu2++ plus Zn qui donne Zn2++ plus Cu. Donc on peut remarquer que le zinc perd 2 électrons, il devient Zn2+, et on peut remarquer que le cuivre gagne 2 électrons, il passe de Cu2+ à Cu. Donc le zinc, comme il perd des électrons, c'est lui qui subit l'oxydation. Donc l'oxydant, c'est le cuivre. Et donc l'ion cuivre gagne des électrons. Donc on peut aussi déduire que c'est comme ça, c'est l'oxydant. Maintenant, on va parler du réducteur. Donc le réducteur, même principe, c'est l'espèce chimique qui va provoquer une réduction sur une autre espèce chimique. Donc au cours d'une transformation, le réducteur va perdre des électrons. On dit qu'il se fait donc oxyder. Donc on va prendre un exemple. Si on prend le plomb Pb2++ plus du zinc qui donne du zinc2++ plus du plomb, on remarque ici, celui qui joue le rôle de réducteur, c'est le zinc. Pourquoi? Parce qu'il perd des électrons. Ces électrons vont réduire une autre espèce chimique, qui est ici le plomb, et que donc le plomb se fait réduire, il gagne des électrons. Donc, on va parler maintenant des couples oxydant-réducteurs. Donc, les couples oxydant-réducteurs, on les note A/B, A étant l'oxydant et B le réducteur. A et B sont liés par une demi-équation d'oxydoréduction. Donc on note A plus N électrons qui donne B. Cette équation elle est valable dans les deux sens, N étant le nombre d'électrons pour passer de A à B. Et donc on en vient à qu'est-ce qu'une oxydoréduction? Donc une oxydoréduction, c'est une transformation chimique pendant laquelle intervient une oxydation et une réduction. Donc dans une oxydoréduction, parmi les réactifs, il y a au moins un réactif qui est oxydant et un réactif qui est réducteur. Donc comment ça marche? Il faut deux couples oxydant-réducteur. L'oxydant du couple numéro 1 réagit avec le réducteur du couple numéro 2 et le réducteur du couple numéro 1 réagit avec l'oxydant du couple numéro 2. Donc au niveau de l'équilibrage d'une équation d'oxydoréduction, ça marche selon les mêmes règles que pour une transformation chimique. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les transformations chimiques, je vous invite à la voir. Donc ça veut dire qu'on va indiquer les réactifs à gauche, les produits à droite. On va mettre une flèche entre les deux.
Et il faudra ajouter des coefficients stoichiométriques pour permettre la conservation des éléments chimiques et des charges électriques. Donc on va faire un exemple, on va prendre l'exemple de l'argent et du cuivre. Donc on va prendre deux couples. On va prendre le couple Ag plus Ag et le couple Cu2 plus Cu. Donc l'équation non équilibrée se note Ag plus Cu qui donne Cu2 plus Ag. Donc dans cette équation, déjà de base, on respecte la règle de conservation des éléments chimiques, mais par contre, vous le voyez, on ne respecte pas la règle des charges électriques. Donc pour respecter la conservation des charges électriques, il faudra rajouter un 2 devant le Ag+, et pour maintenir la conservation des éléments chimiques, on rajoutera aussi un 2 devant Ag. Et voilà, notre équation est équilibrée. Donc maintenant, on va passer à la méthode pour équilibrer une équation d'oxydoréduction. Je vais vous lister point par point, donc n'hésitez pas à prendre des notes. Donc tout d'abord, il faut identifier les deux couples d'oxydants et réducteurs qui interviennent dans la transformation chimique. Il faut identifier l'oxydant et le réducteur qui sont les réactifs. Donc il faut écrire les deux demi-équations. Il faut écrire la demi-équation de réduction, dont l'oxydant est le réactif, et la demi-équation d'oxydation, dont les réducteurs est réactif. Donc maintenant, il faut multiplier si nécessaire les demi-équations qu'on a obtenues. Et pour ça, il faut regarder les électrons dans chacune de ces demi-équations. Il faut que le nombre d'électrons gagnés dans la réaction de réduction soit la même que les électrons perdus dans la réaction d'oxydation et que ces nombres soient égaux. Donc maintenant, il faut ajouter entre elles ces demi-équations et simplifier le tout. À la fin, du coup, il ne vous restera plus d'électrons de chaque côté. Et le résultat du coup de cette addition des deux demi-équations, une fois multipliées si nécessaire bien sûr, vous donnera l'équation équilibrée. Donc maintenant on passe à l'avancement, tableau d'avancement, etc. On va revenir sur ce qu'est la stoichiométrie. Donc on en avait déjà parlé pareil dans les transformations chimiques. Donc la stoichiométrie c'est quoi? C'est l'ensemble des nombres stoichiométriques placés devant les éléments chimiques lorsqu'on équilibre une équation. Donc les coefficients stoichiométriques, en fait, ils permettent de savoir les proportions dans lesquelles les réactifs sont consommés et les produits sont formés. Maintenant, on va reparler du réactif limitant. Donc le réactif limitant, c'est le réactif qui est consommé totalement à la fin de la transformation. Donc vous l'avez compris, si un réactif est limitant, alors sa quantité de matière est nulle à la fin d'une transformation chimique. Maintenant, on va parler de l'avancement d'une réaction. C'est un concept un peu nouveau. L'avancement se note X et son unité, c'est la mole. Donc l'avancement d'une réaction, c'est une grandeur fictive. En fait, elle représente la quantité de matière qui serait consommée par un réactif dont le coefficient stoichiométrique serait égal à 1. Donc ça veut dire, vous savez, 1 c'est que le coefficient stoichiométrique n'apparaît pas dans l'équation. Donc au début d'une transformation chimique, les réactifs ne sont pas encore consommés, donc le X vaut 0. Et à la fin d'une transformation chimique, on a une quantité de réactifs consommés maximale, donc on va noter ça X max. Et au cours de cette transformation chimique, en fait, l'avancement va prendre toutes les valeurs comprises entre 0 et X max. Donc vous avez compris, on peut utiliser l'avancement pour caractériser une quantité de matière. Donc, par exemple, si on a un réactif dont le coefficient stoichiométrique est 1, sa quantité de matière initiale étant N0, au cours de la réaction, la quantité de matière de ce réactif va être N égale N0 moins X. C'est le même principe si ce réactif a un coefficient stoichiométrique. On mettra ce coefficient stoichiométrique égal à A. Alors sa quantité de matière, ce sera donc N égale N0 moins A
fois x. Donc pareil pour un produit dont le coefficient stoichiométrique est 1, alors sa quantité de matière ce sera x au cours de la transformation, et un produit dont le coefficient stoichiométrique est égal à A, alors sa quantité de matière sera n égale à x. Donc maintenant on va parler du tableau d'avancement. Donc pour parler du tableau d'avancement, je vais vous montrer un tableau d'avancement et on va en parler petit à petit. Alors la première ligne, elle comporte l'équation de réaction équilibrée. La seconde ligne, vous voyez qu'elle porte l'état du système et une deuxième colonne, l'avancement. Et on va trouver la quantité de réactif numéro 1, la quantité de réactif numéro 2, on passe à la quantité de produit numéro 1, la quantité de produit numéro 2. Donc, il y a 3 étapes de transformation chimique et donc 3 états du système. On a un état initial, ça veut dire qu'on est à t égale 0. Mon expérience n'a pas encore commencé, donc l'avancement est égal à 0. Les réactifs sont mis en présence mais n'ont pas commencé à réagir. Donc l'avancement il est nul. Donc vous voyez qu'on a rempli N0, donc la quantité de matière initiale du réactif pour chacun des réactifs, et que dans les produits on a bien mis 0. L'état intermédiaire. L'état intermédiaire c'est entre le début et la fin, mais ce n'est ni le début ni la fin. C'est entre les deux. Une partie des réactifs a déjà été consommée, mais aucun des réactifs n'a entièrement disparu, et la valeur de l'avancement c'est simplement x. Donc vous voyez que dans les réactifs on est maintenant à la quantité de matière initiale moins x. Bien sûr, s'il y a un coefficient stoichiométrique, on met bien moins le coefficient stoichiométrique fois x. Et pour les produits, pareil, est apparu le coefficient stoichiométrique x. Et l'état final. L'état final, c'est le moment où la transformation, elle s'achève. Au moins, l'un des réactifs a entièrement été consommé. Il ne se forme plus de produits. Et donc, on dit que l'avancement est maximal. On note donc x max, et c'est le même principe que pour l'état intermédiaire, sauf qu'on va noter x max. Donc maintenant on va parler de comment trouver le réactif limitant et l'avancement maximal. Donc la méthode est assez simple. En fait on va prendre pour hypothèse que chacun des réactifs est le réactif limitant. Donc on va prendre d'abord le réactif numéro 1, on va supposer qu'il est le réactif limitant, ensuite on prendra le réactif numéro 2 et on va supposer qu'il est le réactif limitant. Si le réactif numéro 1 est le réactif limitant, dans la dernière ligne, alors sa quantité de matière sera égale à 0. Donc on peut écrire quantité de matière initiale du réactif 1 moins AX max égale à 0. Et on en déduit en isolant X max que X max égale la quantité initiale du réactif 1 sur A1, le nombre stoichiométrique du réactif 1. Et donc on va faire le même principe pour le réactif 2. Donc si c'est le réactif 2 qui est limitant, on note X max égale quantité de matière initiale du réactif 2 sur le nombre stoichiométrique du réactif 2. On peut faire ça également s'il y a un troisième réactif. Et donc on va comparer les deux valeurs hypothétiques de X max, sachant que la valeur réelle, c'est la plus petite valeur de l'avancement maximal. Et donc elle est obtenue, cette valeur, par le réactif qui joue le rôle de réactif limitant. Donc c'est comme ça que vous trouverez X max et c'est comme ça que vous trouverez quel est le réactif limitant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur ce chapitre. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!